Conseil de sécurité de l'ONU a condamné immédiatement. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Moi j'ai vu Brasier. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con? Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes? 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Hello. Bonjour Jean-Baptiste. Good evening. Bonjour Johan. Hi. Vous allez bien? Ça va. Très Super. bien, Ça va très super. très bien. Parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de la ville de New York, la grosse pomme. Et oui, c'est comme ça qu'on la surnomme. Alors si vous pensez que New York est la capitale du monde, la capitale des États-Unis, la capitale de l'État de New York, eh bien vous avez faux sur toute la ligne. Mais c'est pas grave parce que Culture 2000 est là pour vous raconter l'histoire de cette fabuleuse ville. Johan, qu'est-ce que ça t'évoque quand on te dit New York? Alors moi ça m'évoque quand j'étais gamin et à la cour de récré j'étais trop jaloux de tous les gars qui avaient des casquettes des New York Yankees, l'équipe de baseball là, de New York. Ouais. Et je sais pas si vous voyez cette casquette avec le N et le Y noir là qui était assez classe. Ouais. Et moi j'avais la même mais de sous-marque en fait. Du coup c'était un peu ridicule. Et marqué SE, synthétique. Mais même pas, ça aurait été classe. Mais je l'avais Ah oui, même ça pas. aurait été vraiment classe, on est tous Grande d'accord pour le dire. sous-marque, Marlène? Moi ça m'évoque je crois les épisodes de Friends que je regardais quand j'étais ado. En boucle. Voilà. Et toi Jean-Baptiste? Ça m'évoque un petit séjour là-bas chez un copain qui était en stage dans du jazz et il m'a embarqué dans quoi? Dans du jazz. Il faisait T'es du. dans du jazz. Il était Et en dedans, plus, dedans le JP jazz. adore Un stage le de jazz. Ouais. Je crois que je connais ton anecdote et elle est bien. Et toujours est-il qu'il pouvait pas s'occuper de moi, donc il m'a calé dans un concert avant-garde jazz, et c'était insupportable. C'est-à-dire qu'il y avait un mec avec un piano, il utilisait qu'une seule touche du piano. Ouais, ça me fait plaisir de voir autant Mais d'ouverture avec les d'esprit à Culture 2000. Moi j'adore les morceaux. it. I mean, Avec une seule note. I love it. Tout de suite, extrait sonore. Voici donc la tour Trump. Nous sommes ici sur la 5e avenue à New York. Au loin derrière moi, vous apercevez peut-être Central Park. C'est la plus luxueuse des avenues de la ville. Ici, toutes les grandes marques au monde se doivent d'avoir une vitrine sur cette avenue. C'est un peu l'équivalent de nos Champs-Élysées à nous. Je vais essayer de vous montrer la hauteur de cette tour construite dans les années 80. Elle mesure 58 étages. Donald Trump s'est gardé les 3 derniers. Il habite réellement ici. Et je vais vous emmener à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de touristes qui la visitent. Il a acquis de vraies compétences mondiales avec cet immeuble. Rien qu'à New York, les affaires qu'il a réalisées pour cet immeuble et le résultat final sont réellement incroyables. Je le vois non pas comme un républicain ou un démocrate, mais un indépendant avec ses propres opinions. Yeah. Bon, ok, merci. C'était un fabuleux reportage. Un fabuleux Des reportage compétences mondiales. de BFM Télé, qu'on salue BFM évidemment. Télé. Télévision, je crois qu'on dit. BFM Oui, Télévision. BFM Qui Télévision, du coup absolument. date d'avant 2017 puisque a priori il habite plus Si, Trump je crois dans sa qu'il tour. il fait pas trop à la Maison Blanche Ah ouais. en fait. Il a gardé ses appartements. Bah, c'est c'est parce que possiblement c'est un faux. ce que je indépendant, vous dis, c'est quoi. tout. Bah oui, c'est un self-made man. Alors qu'est-ce qu'on va aborder dans cet épisode sur la ville de New York? On va voir comment cette petite colonie fondée en 1624 est devenue une ville mondiale. On l'a dit, même si c'est pas la capitale du monde, une capitale culturelle, économique. Et on va voir aussi que c'est une ville énorme, non? Énorme. Big. Voilà. Oui, c'est une ville très très grande. Hein. On estime qu'à New York, déjà, il y a à peu près 8,5 millions d'habitants juste pour la ville de New York et une aire urbaine qui fait à peu près 24 millions d'habitants. Donc ça pèse. Donc c'est plutôt pas mal. Jusque il y a une trentaine d'années, c'était quand même la ville la plus peuplée du monde. C'est vrai ça? Depuis, il y a eu Non, c'est faux. des Chinois et des Indiens. Ouais. Et Des pourtant, Et Mexicains, des etc. Japonais aussi. Non, je crois que Tokyo est devant Voilà. en termes de nombre. Aujourd'hui, Ouais. oui. Non, mais c'est sûr. même plus que la 3e ville de toute C'est l'Amérique has-been. après Mexico et Sao Paulo. Alors, 5 grands quartiers, comme on dit. Alors, l'île de Manhattan, qui est la plus connue. Brooklyn, qui est aussi très très connue. Après, il y a le Queens, qui est un petit peu considéré comme la banlieue. Le Bronx Comme moins aussi. connu. Et Staten Island, qui est d'une autre banlieue, mais carrément sur une île. Donc, t'es encore plus isolé, quoi. Et c'est au sud-ouest. On l'a dit que c'était la plus grande population. Et qu'est-ce qu'on va aborder aussi dans cet épisode au niveau du culturel, du symbolique? Parce que c'est vrai que New York, c'est une ville symbole, quoi. Bah, ouais, en fait, alors c'est une ville symbole, mais aussi pleine de paradoxes parce que c'est une ville monde, mais en même temps, c'est la capitale de rien. Tu l'as dit tout à l'heure en intro, c'est pas la capitale des États-Unis, c'est même plus la plus grande ville du monde, même si elle l'a été pendant un temps. Et c'est même pas la capitale de l'État de New York, parce que la capitale, Ouais, c'est c'est ça. Albany. Ouais. Une ville que vous connaissez tous. Ouais. On ne pas confondre avec le pays, l'Albanie. Voilà, et malgré ça, c'est une ville symbole de plein de choses, mais encore une fois, pleine de paradoxes. C'est à la fois une ville symbole des États-Unis, on pense tous au tour du World Trade Center et à l'impact du 11 septembre, mais
en même temps, c'est la ville considérée comme, avec Boston, la moins américaine des villes des États-Unis, parce qu'elle est très européenne dans la manière dont elle s'est construite, dans son rayonnement culturel, etc. Parce qu'on sait tous que la culture, c'est européen, bien sûr. Non, bien sûr. Non, et puis dans ses vagues migratoires et son peuplement, ce qu'on va voir après. Moi, j'attendais quand même autre chose de ta part, Johan. T'aurais pu dire que c'était quand même le symbole, la ville qui symbole le mieux le capitalisme. Ouais, voilà, tu m'as pas laissé le temps de le dire, Eric, mais t'inquiète, j'ai prévu une partie juste là-dessus. On peut pas parler d'une ville sans faire un petit tour un petit point géo avant tout. Alors, New York, on voit tous à peu près où c'est, mais on va aller un petit peu plus loin. Marlène, je m'adresse à toi. Au hasard. Au hasard. Hein. Bon, New York, en tout cas, mais Johan l'a déjà un peu évoqué. On est donc sur la côte est du continent américain, en Amérique du Nord, et surtout, New York a une particularité, c'est qu'en fait, c'est une ville constituée de plusieurs îles, dont l'île principale est celle de Manhattan, qui est entourée d'autres petites îles. Donc, on va avoir des toutes petites îles comme Ellis Island, qui est connue notamment pour l'arrivée des migrants. Où il y a personne qui habite. De la Statue de la Liberté. Comme l'île de la Statue de la Liberté. Où il y a personne qui vit. Et en fait, donc, on a cette grande île de Manhattan qui est entourée à l'ouest du fleuve Hudson et à l'est d'un bras de mer, qui est un bras de mer de l'Atlantique. Qui s'appelle rivière quand même. Qui s'appelle l'East River. Et donc qui sépare l'île de Manhattan. Parce qu'ils sont pas forts en géo, les Ricains. Comme moi. De Brooklyn à l'est, du Queens qui est au nord-est et du Bronx toujours plus à l'est et Staten Island. Et on a aussi cette longue île qui est plus loin que la banlieue. Long Island. Qui fait, enfin, il y a des quartiers de New York qui sont dans Long Island, mais en fait, quand tu vas tout au bout de Long Island, tu arrives dans les Hamptons, qui est aussi un endroit très chic, un lieu de villégiature où tu vas faire ton week-end. C'est le Deauville de New York. C'est là où tu cales ton petit voilier pour faire tes petites sorties. Alors, qu'est-ce que ça fait Ça fait des chocs à pic. Tu connais pas ma question, tu réponds quand même. Exactement, ça fait des chocs à pic. Ok, vas-y, je te laisse. Non, mais c'est juste que sur cette configuration géographique. C'était ça ma question. Je te connais par cœur avec ta petite veste en jean. American. C'est que en fait ce site particulier de New York, c'est aussi ça qui explique ce qu'est devenu cette métropole, cette grande ville. Alors il n'y a pas de fatalité, c'était pas obligé de devenir la plus grande ville du monde pendant un moment, mais toujours est-il que c'est une configuration assez idéale pour le développement. Parce que c'est une baie protégée. Voilà, c'est un endroit idéal pour caler des petits bateaux et donc pour développer un port et pour faire des liaisons transatlantiques, sachant qu'on est sur un territoire, on va y venir très vite, mais qui est dépendant de l'Europe dès sa colonisation. Et c'est vrai qu'à New York, t'es jamais très loin de l'eau, en fait, donc c'est vrai que c'est un spot idéal. Alors, t'es à la fois sur l'océan, mais en même temps protégé de l'océan parce que ça fait une baie un peu retranchée, et surtout que au départ, New York, c'est Manhattan, uniquement Manhattan à la naissance, et Manhattan est l'île un peu la plus reculée à l'intérieur de cette baie, donc ils sont peinards, quoi. Alors, on sait maintenant où est-ce qu'on est. Et qui est-ce qui vit là à l'époque? Et oui, qui vit là à l'époque? Alors s'il y a des blancs qui arrivent, c'est qu'il n'y avait personne, non? Oui, c'est ça, c'est exactement. Comment tu sais? C'est comme l'Islande, il n'y avait personne. Du coup, on s'y est mis, on a vu de la lumière. Non, il y avait des Indiens, forcément, on est en Amérique. Oui, donc des Indiens d'Amérique. Oui, des Indiens d'Amérique. Alors en fait, il y a plusieurs populations indiennes qui sillonnent les environs, mais c'est principalement les Lenape qui sont connus comme étant les populations résidentes, notamment de Manhattan. Alors après, il y avait plein de tribus diverses et variées, notamment, je crois que Manhattan, alors qui veut dire quelque chose, mais c'était aussi le nom qu'on a donné à une population, les Manhattan ou quelque chose comme ça. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était un mot justement des Lenape qui était Manhattan, qui voulait dire en gros l'île avec plein de reliefs. Oui, c'est ça. Donc c'était un mot de leur vocabulaire qu'ils ont utilisé pour faire Manhattan. Alors, qui désigne aussi un peu les people. Les Lenape, c'est pas non plus les Incas, ils sont pas hyper solidaires entre eux, c'est plus des petits villages, c'est pas un empire, donc ça va pas leur laisser beaucoup de chance pour se défendre quand quand débarquent progressivement pas mal d'Européens. En fait, on va avoir plusieurs vagues. Une première vague. Et c'est qui les premiers? C'est les Français. Alors c'est toujours pareil, c'est que tiens, on va débarque d'abord en 1524. Bon, finalement un Florentin, c'est Giovanni da Verrazzano qui est au service de François Ier et qui débarque là, qui baptise ses petites terres la Nouvelle-Angoulême. C'est classe. Classe. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a du cognac à l'époque. C'est ça. T'imagines la chanson de Sinatra, la Nouvelle-Angoulême. En tout cas, quand il revient en Italie, il veut parler justement de cet endroit incroyable qu'il a découvert à François Ier. Sauf qu'à ce moment-là, François Ier est occupé avec quelques petites guerres en Italie. Et que finalement, il laisse tomber. Dommage. Mais encore une fois, moi, je trouve vraiment l'Amérique du Nord, c'est le panache à la française, quoi.
Exactement, la entre François Louisiane. Ier, qui en a rien à foutre de New York, et Napoléon qui vend la Louisiane, qui est à l'époque genre la moitié des États-Unis pour 3 francs 6 sous. Et oui, mais j'ai le prix. C'est le prix précis. C'est quand même vraiment la grande classe française, quoi. Alors, pas de chance, François, il s'en fout, mais en 1609, on a un Anglais qui arrive, et là, c'est pas pareil. Hein. Alors, c'est encore la même histoire, c'est-à-dire que c'est un Anglais, mais il bosse pas vraiment pour les Anglais. C'est ça, en fait, c'est un Anglais qui arrive, mais qui est embauché par des mecs plus intelligents que les Français à l'époque. C'est les Hollandais qui ont la compagnie hollandaise des Indes, qui est en fait une espèce d'entreprise, un gros conglomérat qui sert en fait à faire du commerce international de matières premières. C'est un petit peu avec ça qu'on va expérimenter la colonisation, etc. Et donc, il mandate un type, il paye un type en mission qui est Houston pour dire ce serait cool que tu nous trouves un accès par l'ouest, donc par l'océan Atlantique, pour accéder aux Indes, en fait, pour faire du commerce. On la connaît cette histoire, non? Enfin, c'est tout dans la même, quoi. Ils la refont en se disant, mais cette fois-ci, ça va vraiment marcher. Cette fois-ci, quand même. Ouais, mais alors ils le savent qu'à demi, parce que justement, c'est pour ça que si tu passes à l'ouest de Manhattan, tu remontes sur le fleuve Hudson, c'est qu'en fait, le mec a vraiment cru qu'en remontant le fleuve, peut-être il allait finir par arriver jusqu'aux Indes. Mais n'empêche, il est visionnaire parce qu'aujourd'hui, on le cherche encore, ce passage du Nord-Ouest. Hein, oui, il est où? Et donc, en gros, le mec arrive, et lui, par contre, est un peu plus malin que Di Verrazzano, ou plutôt que François Ier, et se dit, ok, là, on a vraiment une situation de port qui est exceptionnelle, donc il arrive à convaincre les Hollandais d'en faire un port et donc d'y installer dans un premier temps une petite colonie. Donc là, on est dans les années 1610-1620, et je crois que c'est en 1624 où il y a, mais c'est personne à l'époque, c'est 30 ou 50 personnes, je crois, 30 ou 50 familles, qui arrivent, s'installent et font en fait un comptoir de commercial. C'est un peu au pif d'ailleurs, hein. C'est pas des Hollandais, c'est des réfugiés, donc ce sont des Français d'ailleurs, des protestants français qui se sont mis à l'abri des persécutions anti-protestantes en France. Ils se sont mis dans les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas de l'époque, et en gros, comme ils n'ont pas une thune et rien à perdre, on leur dit tentez votre bout de chance là-bas, mais en gros, on mise pas spécialement sur eux. Je pense pas qu'il y avait du monde sur le quai pour leur dire goodbye. Non, mais c'est ils qu'en partent sur la Lune, les gars. Personne veut trop y aller parce qu'à ce moment-là, là où le commerce est le plus florissant, c'est plutôt vers le Brésil et vers les Antilles où commence à se développer le commerce triangulaire. C'est bien, je crois que les Antilles, ça a jamais été le symbole de la richesse mondiale. Voilà. Et du coup, New York, pour l'instant, on envoie un peu quelques pelés pour voir ce que ça va donner, quoi. Et ils sont bien courageux. Alors d'ailleurs, comment ça se passe avec les locaux? Ça se passe pas terrible parce qu'en fait, il y a une anecdote assez amusante, c'est qu'en fait, ils vont acheter le bout de Manhattan pour $24. Alors je crois que c'est la plus grosse arnaque du monde. Hein, quand même. Mais apparemment, j'ai lu qu'en fait, ça faisait $600. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, c'est avec l'inflation aujourd'hui. Le taux est très fiable, c'est entre 600 et 24. Non, mais 24 globalement, c'est pas cher, oui. Il l'achète pour pas cher et apparemment, il l'achète même pas au vrai propriétaire. Oui, c'est ça qui est marrant. Ils se font entuber, ils pensent acheter ça à la tribu indienne propriétaire. En fait, c'était juste des mecs qui étaient là. Et on vous le vend. Bon, en tout cas, la colonisation, comme son nom l'indique, c'est pas pour favoriser les populations locales, évidemment. Forcément, c'est un peu au détriment des Indiens locaux. Ouais, et on va même construire un mur, en fait. Enfin, les premières familles qui s'installent là-bas, en fait, donc protègent leur petit port. Et parce qu'il y a justement, quand même, malgré le fait de l'avoir acheté, des incursions indiennes régulières, ils construisent un mur, en fait, plutôt sur la partie nord de Manhattan. Qui est même, en fait, à l'époque, au milieu de Manhattan. Oui, parce qu'ils occupent vraiment une mini partie de. Ouais, tout à fait, au nord par rapport à l'arrivée. Et en fait, c'est de ce mur que naîtra le quartier de Wall Street, puisque voilà. En fait, le tracé du mur correspond à l'avenue aujourd'hui. Alors, nos petits amis bataves, si je peux les appeler ainsi, s'installent donc tranquillement dans le sud de Manhattan et puis ils commencent leur petite vie. Qu'ils appellent la nouvelle Amsterdam. C'est ça. On n'est plus à Angoulême. On n'est plus à Angoulême. Mais on n'est toujours pas à New York. C'est la nouvelle Amsterdam. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils survivent. C'est ça. C'est la galère atomique. C'est pas la fête. C'est pas la fête à Neuneu. Il n'y a pas eu max d'investissement pour développer. Donc c'est même pas une ville. C'est un village. Il y a 3 baraques et demie et on vit en lien avec des trappeurs, des gens qui vont revendre de la fourrure de castor. On va vraiment une vie de comptoir, c'est-à-dire que globalement tu es là pour collecter de la marchandise qui va être ensuite envoyée sur les bateaux destination de l'Europe. Et c'est pas la folie. Et du coup, c'est pas vraiment, comme on l'a dit, c'est pas une ville, mais comment on fait pour tenir un endroit qui est pas une ville s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de. Et du coup, c'est vraiment une vie de comptoir, comme l'a dit JB, c'est-à-dire que. Tu t'accoudes, tu commandes un picon et t'attends. Et du coup, au bout d'un moment, la Compagnie des Indes orientales, elle se rend compte que leur comptoir, il est pas très profitable, c'est un peu l'anarchie, pas très rentable. Pas bankable. Et du coup, ils vont envoyer quelqu'un pour mettre un peu d'ordre là-dedans. C'est important, l'ordre, quand même. Marrant, ça. Et donc, une genre de mère supérieure qui est un homme. En 1647, ils envoient un mec qui s'appelle Stuyvesant, qui est un genre de boiteux d'une vieille guerre
d'une vieille guerre des Provinces-Unies. C'est une marque de cigarettes aussi. Hein. Exactement. Et qui vient remettre de l'ordre dans tout ça. Ouais. Donc il interdit l'alcool, il interdit les batailles au couteau dans la rue. Une bataille au couteau, tu t'imagines? Oh, allez. Non, mais Juste surtout, en fait, le dimanche. on va dire que c'est le premier qui commence à avoir un semblant d'aménagement de ce comptoir pour en faire un véritable C'est un comptoir peu cauchemar en commercial. cuisine version comptoir colonial. Quoi. C'est le Etchebest qui vient te refoutre de l'ordre dans ton comptoir. Mais en sachant que là, en fait, on est dans les années 1650, donc on est vraiment encore très peu de temps. Ça fait en gros 25-30 ans que cette colonie est installée. Et effectivement, c'est un petit bled tout paumé où c'est le bordel. Donc il y a un premier mec qui vient mettre un peu de l'ordre et commencer à aménager tranquillement, ce qui reste un peu. Donc en gros, faire quelques routes, etc. Mais Ouais. ce qu'il faut comprendre et ce qui est vraiment important, c'est que cette ville-là, elle est construite par une entreprise, hein, donc dont le but est vraiment juste de faire du profit. Et au départ, c'est pas non mais c'est pas d'en faire une ville habitable et agréable. Enfin voilà, c'est pas pas pour Nantes, faire une première colonie ville de peuplement, France, ouais. quoi. Donc en gros, C'est pas quoi? Non. En fait, Oui, non, c'est pas Saint-Étienne, mais je fallait pas les dire. non mais bref, tu sais, je sais pas, pendant l'été, quand les journaux Ouais, se ouais. font chier, t'as toujours le La- classement des la villes une les du plus Point, agréables où vivre. Bon bref, c'est pas New York à cette époque, quoi. New Amsterdam. Donc voilà. Et en tout cas, à tel point que du coup, il n'y a même pas vraiment d'identité même nationale dans cette ville, puisqu'on accueille tout le monde du moment qu'on vient faire du bise. Bah, quoi, puis surtout, il n'y a pas vraiment de nation américaine à l'époque. Enfin, ça n'a pas de Non, mais sens. il y a On pas est de sûr. nation, ouais. Il y a des Français, il y a On des parle de Anglais, comptoir des et- Portugais, et etc. oui, quoi. bien sûr. Genre, il y a pas, Mais pour recontextualiser aussi, on est à l'époque où on parle des colonies, en fait, même pas britanniques toutes, parce que celle-là n'est pas encore britannique, elle va le devenir très vite, on va le voir. Mais en fait, on est sur le territoire américain, grosso modo, c'est des Indiens partout et quelques petites colonies européennes qui sont là pour faire du commerce, effectivement, et pas pour se faire plaisir. Quoi. Alors ça se développe, il y a du monde qui vient, ça travaille, ça parle hollandais. La nouvelle Amsterdam est presque une colonie, mais en fait il y en a 2-3 petits gogo. Il y a 2-3 gogo qui viennent cogner à la porte et qui disent Pépito, ouais. bah en fait j'aime bien ton spot là, c'est bien abrité et tout. Bah, ça ça, te c'est dit pas de nous le filer? C'est les anti-français, c'est les mecs qui, eux, sont un peu plus malins et ont une vision un peu plus à long terme. Qu'est-ce et que ça s'appelle anti-français? Bah, c'est les Anglais. Oui, d'accord. Non, mais c'est les gars qui se disent pas oh non, on va plutôt faire une guerre contre une cité italienne, mais ils se disent plutôt tiens, ce spot il a l'air vraiment intéressant. Et en plus, il y a peut-être qu'il s'y passe personne. quelque chose. Ça va être facile. Et il y a personne, donc on est dans les années fin des années 1660. Ouais, 1664. Et 1664, tu sais d'ailleurs qu'ils ont inventé la bière. la cette bière, année, oui, voilà. très certainement. ouais. Excellent. Et donc voilà, 4 bateaux anglais arrivent et en fait arrivent rapidement à chasser le pouvoir hollandais, essentiellement parce qu'en fait les commerçants qui sont sur place en ont rien à battre, que ce soit britannique ou hollandais, ils veulent juste faire leur il y a business ce moment- non, mais il y a business. ce moment génial où Stevenson dit non, nous résisterons face aux Anglais. Et en fait, tous les commerçants disent rien à battre. En fait, on va faire une pétition contre toi. Tu vas dégager. Nous, on veut juste faire du commerce et gagner du fric. Donc en fait, Je crois qu'ils venez disaient les LOL Anglais, à quoi. Stevenson de toute façon. Voilà. Ça donne déjà le ton de cette ville. C'est ça qui est assez marrant. On est en 1664 et en fait, c'est déjà c'est Des le business putains de qui libéraux. Alors ni une ni deux, on va rebaptiser la ville quand même hein, parce qu'on va pas appeler ça. nom déjà. Ouais. On va pas appeler ça Nouvelle From Amsterdam. Angoulême to To Amsterdam, to Amsterdam. York. Voilà. Alors pourquoi York? Parce que bon, on fait un petit hommage au petit duc là qui habite Voilà, là-haut. là. c'est le frangin du roi du moment, et donc du coup, bah, c'est une façon de marquer que ça change de couronne en fait. Mais plus du coup, que c'est des comme le enjeux frère de roi le plus célèbre de l'histoire en fait. Ouais. Parce que C'est ça. le mec, personne ne sait ce qu'il a fait, mais Qui sait. Bah, il y a quand même le prince mais Harry qui s'est non. Ah oui. oui, mais la New Harry, on la connaît pas encore. Tu vois, genre la nouvelle mégapole mondiale. Non, mais en tout cas, du coup, c'est marrant parce que c'est pour ça notamment que un des districts de New York s'appelle le Queens parce qu'il avait cette Voilà. terre C'est avait drôle, été ça. nommée en l'honneur de la reine. Voilà. Mais c'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est qu'à ce moment-là, on parle pas vraiment de nationalisme et donc du coup, que c'est au-delà du changement de drapeau, c'est avant tout un changement d'allégeance à des personnalités royales et donc il y a vraiment pas d'enjeu pour les habitants et donc ça va permettre le développement sous la houlette de l'Angleterre qui à ce moment-là en fait va reconnecter sa nouvelle ville, New York, à son empire qui est un empire maritime qu'elle est en train de bâtir et en train d'étoffer. C'est à ce moment-là où l'Angleterre s'affirme vraiment comme la grande puissance maritime. Elle va encore se chamailler un petit peu avec la France, mais on va se faire couler assez rapidement avec la guerre de 7 ans, c'est le 18e siècle. Et donc, globalement, bah, voilà, le New York va s'insérer dans un réseau de navires, mais aussi de ports hyper développé, et donc ça va contribuer à le nourrir. Bah, ça devient assez vite. Je Ouais, vas-y. vous rassure, hein, j'ai juste une petite info en plus. C'est Rassure-nous, qu'en Greg. 1667, les Hollandais reçoivent le Suriname en échange de New York. Ça, c'est Ah, vraiment un bien bon deal. joué. Vous n'avez Ça, pas c'est un coupé deal à la française. Bon, alors New York, comme son nom l'indique, on est à présent dans une colonie anglaise, on a un port stratégique administré par la couronne britannique. Comment ça se passe sur place avec les pouvoirs lointains en fait? Bah, en gros, là, on arrive sur 100 ans de développement, donc de la fin des on met années un petit coup 1600 d'accélérateur. jusqu'à, on va y arriver à la Révolution américaine, donc de la fin du 18e siècle. On est sur 100 ans de développement de cette colonie, avec notamment donc ce comptoir commercial qui s'installe. Le port est devenu désormais le
troisième port de tout l'Empire britannique, donc c'est pas que dalle, quoi. Après Londres et je sais plus quel est le deuxième, après Philadelphie. Et donc en fait, la manière dont on l'administre, c'est simplement de mettre des grosses taxes. Donc eux sont pas trop libéraux encore, mais en gros, l'Empire britannique se dit en fait, c'est hyper avantageux pour vous d'être ici parce que vous êtes à un endroit qui commence à être une plaque tournante. Donc on met plein de taxes sur les transactions commerciales et c'est ça en fait qui est à l'origine des révoltes de cette colonie de New York, mais des autres colonies britanniques, notamment celle de Boston, puisque la Révolution américaine partira de là avec le Boston Tea Party, donc en 1776. Et donc on est sur ces 100 ans de domination britannique, des taxes, une colère et une autonomie qui montent progressivement jusqu'à ce que ça pète en 1776 et que commence la guerre d'indépendance en fait de libération face à l'Empire britannique. Oui, et puis bon, ça va arriver. In God We Trust, tu l'as dit, Yohan, le pays est libre, New York aussi, mais il y a un hic, quand même. Pourquoi j'ai marqué ça? Je n'en ai aucune idée. Il y a un petit hic parce que en fait New York est à la pointe de la révolte avant que la révolution américaine commence, mais dès 1776 en fait on va se castagner parce que New York occupe une place centrale dans ce qu'on appelle les 13 colonies et donc du coup ça va fighter entre les armées britanniques et les armées patriotes, c'est-à-dire les insurgés américains, et notamment Washington, donc qui est le général en chef des armées indépendantistes, se prend une grosse tatane en pleine figure, en pleine face, et doit évacuer New York. Donc ce qui fait que pendant toute la durée de la guerre, en fait, New York, c'est un camp retranché des Britanniques. Donc New York est à la fois à la pointe de la révolte, mais dès que ça commence, ils sont un peu en jeu et ils se font bien avoir jusqu'au bout, puisque 1783, quand les Britanniques partent, ils partent en laissant la ville, en laissant quelques petits souvenirs. Et du coup, donc c'est là qu'on en vient en fait de nouveau à se dire, on est de nouveau avec une ville qui n'est pas une ville, qui n'existe plus, et c'est là que New York américaine va commencer à être véritablement aménagé, planifié, pour passer d'un petit village à une véritable ville. Et donc ça va se faire notamment au début du 19e siècle avec ce qui a rendu célèbre New York, puisque vers 1810-1811, je crois, il y a une commission de la ville de Manhattan, à l'époque de New York, qui va commencer à aménager la ville. On l'a dit, Manhattan, ça vient de Manhattan, donc c'était la ville, la terre aux mille collines. Donc on va aplanir tout le territoire et en fait quadriller la ville en créant donc des avenues qui vont du nord au sud et des rues qui vont d'ouest en est, et ces rues étant encore une fois tournées vers le commerce, puisque l'idée est de pouvoir en fait acheminer des produits rapidement de l'intérieur des terres jusqu'à la mer. En sachant qu'aujourd'hui ça paraît une évidence parce qu'en fait toutes les villes américaines sont sur ce plan-là, mais c'est assez révolutionnaire à l'époque. On est dans une époque aussi très positiviste, c'est-à-dire avec cette idée comme ça d'avoir des grands plans politiques, architecturaux, etc., un peu où on se projette, et des trucs très très rationnels. Et donc c'est la première fois qu'on fait une ville qui est un peu absurde, parce qu'en fait donc on est au début en 1800 en fait, donc juste avant que on fasse ce plan, on est à 80 000 habitants, moi j'ai noté à New York, et en fait on crée un plan quadrillé en damier qui est en capacité d'accueillir jusqu'à 1 million de personnes. Et c'est visionnaire parce qu'en fait donc en 1800 on est à 80 000 personnes, 1850 700 000 personnes et 1900 3 millions et demi de personnes. Donc en gros en un siècle, au 19e siècle, on passe d'une petite ville de province en gros à je crois la plus grosse ville du monde en 1900. C'est visionnaire ou monotone, il y a des avis, mais moi je vous invite aussi à regarder une carte de New York, parce qu'on voit bien qu'au sud de Manhattan, c'est là où il y avait l'ancienne colonie, et donc avant ce plan de 1811 jusqu'à la 14e rue, et c'est moins quadrillé, c'est beaucoup plus anarchique, et à partir de la 14e rue là c'est vraiment des grandes droites, les 12 avenues et puis les 200 rues qui remontent jusqu'en haut de Harlem. Ça c'est assez clair à voir quand tu vois une carte en fait. Et on retrouve ce positivisme aussi dans cette idée de numéroter les rues, d'avoir une ville qui n'est pas nommée mais qui est numérotée, qui facilite aussi les déplacements, qui rend le repérage plus facile dans une ville qui est en fait cosmopolite, avec des personnes qui parlent pas tout anglais et qui du coup c'est vraiment très romantique quoi. T'habites où? J'habite à la 12e. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'y perd pas, et puis c'est peut-être aussi pour ça que ça là-bas il n'y a pas d'avenue du général Leclerc ou du général de Gaulle quoi. Le fait dans une aussi grande, c'est peut-être ça qui permet un aussi grand développement, c'est que tu t'y perds pas parce que t'as que des droits, donc tu te dis pas ok je vais aller à 15 km au nord et c'est que des petites rues très genre t'es à Naples quoi. Positiviste, Greg. Bon bref, on joue à SimCity, on construit sa ville, déjà on a créé les voies de communication, c'est hyper simple, mais maintenant il va falloir bosser un petit peu les cocos quand même. Surtout ce qui va amener du boulot et permettre le développement industriel de la ville, parce que c'est ça qui va permettre le boom de New York, c'est aussi de consolider sa position de carrefour. Donc on avait déjà expliqué son rôle un peu stratégique en termes de port, mais avec la disparition du lien à l'Empire britannique, ce qu'il va falloir aussi compter pour le développement, c'est le développement continental. Et là le petit plus, c'est un projet qui était dans les cartons
construction depuis le XVIIe siècle, mais qui n'était pas réalisable parce qu'on ne savait pas faire. C'est la construction du canal de l'Erie. Donc l'Erie, c'est le nom d'un des grands lacs, donc c'est la région de Chicago, voilà. Mais pour le coup, je crois que le nord, Erie, c'est celui qui est le plus à l'est, donc il est encore dans l'état de New York, il est pas. Si. Il me semble. Okay. On est sur un débat d'administration américaine. Non, très clair sur le cadastre. Moi, je déconne pas là-dessus. Toujours est-il que le lac Erie, là où il y a Cleveland, je crois aujourd'hui, c'est connecté à un réseau de grands lacs et de canaux, et donc du coup, là où se fait à ce moment-là une forte expansion de fourrure, de commerce, et donc à partir du moment où on construit ce gros canal, on est en 1825, New York est plus uniquement une façade atlantique, mais c'est aussi connecté à tout l'arrière-pays. Qui est en plein développement à ce moment-là, puisque c'est tout le nord-est des États-Unis qui va accueillir le boom industriel. En fait, c'est un des premiers grands projets qui va commencer à unifier le territoire américain avec le chemin de fer qui va être pareil construit à partir de New York dans les années 1830. On avait déjà parlé sur notre épisode sur le chemin de fer. Yeah. Mais voilà, ça fait partie de ces grands projets d'aménagement. On commence à construire aussi des grands ponts entre justement ce bras de mer, ce fleuve, etc. Et donc, ces voies de circulation permettent de faire de New York vraiment une ville encore plus stratégique, puisque désormais c'est non seulement une façade avec l'Europe, mais une façade d'entrée sur le reste du territoire qui commence tout juste à s'unifier. Et d'ailleurs, petite précision sur la construction de ce canal aérien, on voit que le développement industriel, il va de pair avec le développement financier, puisque c'est la première grosse opération de Wall Street. C'est la première fois que la bourse de Wall Street va servir à financer un aussi gros chantier industriel. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode sur Détroit, mais en fait c'est grâce à ce canal aussi que par la suite ça va relier en fait toute la côte est, donc l'Europe, à la région des Grands Lacs, et donc cette région Chicago, va être très industrielle aussi, et même Montréal, parce que avec ce canal tu rejoins les Grands Lacs et Montréal. Pas mal d'avantages pour la petite pomme qui va devenir la grande pomme au fur et à mesure, parce que la ville s'agrandit de plus en plus. Du coup, le fait que cette ville soit de plus en plus, aussi bien reliée au territoire et à la captation des ressources du territoire, fait qu'il y a de plus en plus d'emplois. Il y a l'industrie qui va se développer à New York et que la ville devient de plus en plus attractive, et en attirant de plus en plus de population, elle s'étend et donc elle va devenir bien plus grosse, et c'est là que ça devient une véritable métropole, c'est-à-dire une ville qui concentre énormément de population tout en rayonnant sur un territoire bien plus important que celui de la ville et qui en fait influence. C'est là où on dépasse, région. donc toujours dans ce 19e siècle, qu'on dépasse largement Manhattan. On s'étend donc au nord vers ce qui est aujourd'hui le Bronx, on s'étend au sud et surtout à l'est, donc sur cette Long Island où naissent Queens. Voilà, donc Brooklyn est rattaché à la toute fin du 19e siècle à la ville de New York. Donc voilà, tout ce territoire est unifié, on est désormais sur une grande ville, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a un afflux de population qui est massif pour le coup, et donc aménagement du territoire et arrivée de la population qui vont de pair, toujours dans l'idée que ce soit orienté vers le commerce. Alors on parle de New York comme une ville dessinée par le commerce, c'est vrai, mais on pourrait aussi dire que la plus grande valeur marchande de New York, en fait, c'est sa main d'œuvre, parce que c'est ces vagues d'immigration qui vont façonner cette ville c'est les mecs, tous les sans-pattes qui vont construire comme d'hab. C'est ça. Parce qu'il y a un grand melting pot, et c'est vrai que ça vient de partout en fait à New York, du début jusqu'à aujourd'hui. Oui, voilà. Enfin voilà, on l'a vu, ça commence avec une arrivée depuis l'Europe et les colonies, et en fait on va avoir une arrivée bien plus massive dès le milieu du 19e siècle, notamment avec l'épisode de l'exode des Irlandais qui fuient notamment la pauvreté et la maladie de la patate, la famine, la patate, le mildiou, la famine et aussi la répression des protestants. Ouais, mais la maladie de la patate, Marlène. Bah oui. Non, mais il faut savoir qu'il y a quand même un quart de la population irlandaise qui quitte l'Irlande pour les États-Unis, ce qui est énorme, et que on estime qu'il y a 500 000 Irlandais en 1860 à New York. Donc en gros, d'ailleurs très vite le maire de New York sera un Irlandais. C'est les 2 tiers de la population, quoi. Voilà. Et ils vont être suivis par plein d'autres vagues migratoires. Alors, ce qu'il faut dire quand même pour montrer un petit peu des points un peu saillants, c'est que on a quand même cette image de New York a toujours été genre une terre d'accueil et tout. En fait, c'est quand même vraiment propre au 19e siècle. C'est-à-dire que si tu regardes un peu les chiffres, avant le 19e, on l'a dit tout à l'heure, c'est une petite ville. Après, on va mettre des quotas dès le début du 20e siècle. Mais en gros, entre 1820 et 1890, il y a 10 millions de migrants qui arrivent à New York. Enfin, qui s'installent à New York. Donc en fait, il y en a même plus qui arrivent. Et l'année record,
elle est au début du XXe siècle, en 1907, en une seule année, j'ai noté, il y a 1 million d'arrivants. Par exemple, le jour record, ils disent ça aussi, je crois, au musée d'Ellis Island. Non, mais le 17 avril 1907, 11 000 personnes, en fait, c'est juste pour se rendre compte ce que ça donne, 11 000 personnes qui arrivent en une seule journée. Nous, on fait chier pour 5 000 Syriens. Quoi. Voilà, c'est ça. Et qui s'installent. Et donc, tout ça va demander, évidemment, des infrastructures pour installer tout ce petit monde. Quoi. Alors, on a pris l'exemple des Irlandais qui fuient, en fait, leur pays parce que les conditions sont trop difficiles. Mais c'est pas forcément des gens qui fuient, il y a aussi des gens qui sont attirés par les opportunités. Ouais. Soit tu fuis des persécutions religieuses ou la famine, soit tu te dis, moi, ça c'est la nouvelle terre, je vais me faire du pognon. C'est deux aspects. C'est aussi un peu une construction a posteriori des mecs qui sont arrivés, qui se sont dit, j'y ai cru à ma chance. Globalement, on retrouve je pense qu'il y a des riches qui viennent et qui se disent pas, je fuis la famine. Quoi. On retrouve les mêmes schémas migratoires jusqu'à aujourd'hui. En fait, tu fuis parce que, soit tu es un statut un peu de réfugié, c'est-à-dire que tu cherches un refuge pour te mettre à l'abri, ou soit tu fuis des conditions économiques et effectivement dans l'espoir de pouvoir. Et donc dans ce cas, tu es attiré par un lieu économique plus intéressant. Et effectivement, New York à ce moment-là semble le lieu des possibles. Ça arrange bien les États-Unis après d'avoir reconstruit ça comme tout le mythe du self-made man, du rêve américain, etc. Globalement, ils accueillent essentiellement des parias qui ont plein de poux. Quoi. Enfin, c'est quand même comme ça que ça se fait. Alors quand on part du vieux continent, on s'arrête à New York. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête à New York ou on trace tout de suite déjà où est-ce qu'on s'arrête? Il y a les deux en fait. On va avoir à la fois des personnes qui vont juste transiter par New York, qui arrivent à Ellis Island. Alors on va parler notamment donc du tri qui se passe à Ellis Island à partir des années 1890, il me semble. Ouais, c'est construit à ce moment-là. Avant, c'est un espèce de petit comptoir sur le sud de Manhattan qui est un peu anarchique. Voilà, et les gens râlent parce que c'est en plein milieu de la ville. Et aussi, du coup, c'est moins pratique pour contrôler. Donc en fait, le point d'entrée aux États-Unis se fait sur une mini-île qui est Ellis Island à partir des années 1880 ou 90. Ce qui permet, parce que c'est une île, à la fois de refouler plus facilement ceux qu'on expulse, même s'il n'y a que 2% des gens qui sont virés, qui sont refusés à l'entrée. Donc en fait, on accepte globalement la plupart des gens. Et ça permet par contre aussi de faire une quarantaine. Donc tous les mecs de 3e classe qui ont des poux et le typhus dont je parlais, on les met d'abord quelques mois en quarantaine avant qu'ils aient le droit de rentrer sur le territoire. C'est le cas du fameux Don Corleone, le futur parrain qui doit attendre un petit peu de calmer sa rougeole avant de débarquer. Non, mais en tout cas, voilà. Donc les migrants transitent par là, sont testés. Donc on vérifie que ce ne soit pas des anarchistes, globalement, des malades mentaux, des infirmes, des polygames. Enfin bref, je vous passe tous les détails. Il y a 29 questions, je crois, c'est ça, donc ils sont posés aux mecs genre en un temps record. On vérifie 60 symptômes en 6 secondes. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique comment. Non, mais ils ont des super médecins aux États-Unis, c'est connu. En tout cas, on estime que en à peu près 25 ans, on va avoir 16 millions de migrants qui passent par là. Donc une grande partie va quand même vers les États-Unis, notamment vers l'ouest aussi. Mais une partie reste à New York. Et c'est là qu'en fait, ces vagues migratoires vont en fait modeler la ville de New York, et notamment le sud de la ville qu'on appelle le Lower East Side, qui va être quel accent. magnifique. Voilà. Puisque en fait, quand ils prennent le ferry après d'Ellis Island pour arriver à Manhattan, ils arrivent à la pointe sud, à Battery Park. Ils s'installent là, et petit à petit, on va avoir donc la formation de différents quartiers communautaires, avec même des quartiers où en fait on va avoir Little Italy, et par exemple une rue qui correspond à tel village de Sicile et tel immeuble qui correspond à telle rue de ce village limite. C'est ça qui est marrant, moi qui n'ai jamais visité New York, en fait, du coup en bossant le sujet, de voir que tu as vraiment, c'est au fur et à mesure aussi des vagues migratoires, ce qu'on l'a pas trop dit, mais donc c'est d'abord les Irlandais qui arrivent dans les années 1850, après c'est plutôt les gens d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud, donc les Italiens notamment à la fin du 19e, etc. Et en fait ces vagues historiques, elles se voient en fait sur le territoire géographiquement, parce que les mecs s'installent où il y a de la place, donc ils vont de plus en plus loin. Aujourd'hui c'est comme ça que les nouveaux migrants sont plutôt au Queens, c'est-à-dire plus du tout sur Manhattan, mais donc tu as ces petits quartiers qui se constituent, très fameux, Little Italy, Chinatown, etc. Et comme tu dis, jusqu'à des mêmes rues où tu as dans telle rue les mecs qui viennent de telle ville, dans tel bloc les mecs qui viennent de tel village. Enfin, c'est vraiment le principe de la diaspora, en fait, où tu vas chercher à recréer ta solidarité locale dans le nouveau pays, et donc effectivement ça se retraduit par on garde ça, et même quelquefois en fait il y a même on l'a pas trop évoqué, mais Ellis Island c'est aussi un lieu où on va renommer, rebaptiser les gens quand leurs noms sont pas pratiques ou compréhensibles du douanier. Tu t'appelleras John comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc tu t'appelles John et puis le nom de ton bled, et donc du coup on retrouve aussi des regroupements autour de ces noms. Et ces quartiers communautaires, c'est encore plus ou moins valable aujourd'hui à Manhattan. C'est sûr que Little Italy c'est un peu un Disneyland italien, mais le Chinatown il est encore très très chinois. Et Harlem par exemple, on a aussi un semblant de Little Sénégal qui est un nouveau quartier communautaire, mais qui est pas non plus très très développé. Mais c'est encore valable aussi les quartiers un peu
peu moins aujourd'hui, mais quand même. Alors, au début 19e, on l'a dit, on a fait un découpage en grille de la ville. On a très longues avenues et très longs immeubles, mais au fur et à mesure que la population augmente, on a vite besoin de plus de place. Alors on se dit l'horizontal c'est super cool, mais bon, essayons de passer au vertical. Du coup, les populations en arrivant, non seulement elles vont modeler les quartiers, donc on a dit en créant des quartiers communautaires, mais en plus elles vont encore une fois influencer l'architecture de la ville, puisque c'est à ce moment-là où on a une ville qui devient trop peuplée, avec un espace qui est quand même réduit. Encore une fois, on est sur une île, et du coup, on va essayer de trouver des solutions pour loger toutes ces personnes, et aussi pour faire travailler toutes ces personnes au même endroit. Et c'est là qu'on commence à construire les gratte-ciel, notamment donc ceux qu'on appelle les skyscrapers. Alors ça aussi, faut pas le reconstruire historiquement, genre on a besoin de place, tiens d'un seul coup on invente le gratte-ciel. C'est aussi permis par des inventions techniques, et notamment donc l'invention de l'ascenseur par un certain Otis. Non pas Otis Redding, c'est pas le même. Hein, tu me dis stop, il monte. Non, c'est pas la blague. En fait, c'est que je voulais faire cette blague, j'avais très envie. Donc il y a deux inventions majeures, l'invention de l'élévation mécanique, donc l'ascenseur, et en fait de la poutre, donc la charpente métallique. C'est-à-dire qu'en fait, avec des charpentes en bois, globalement, on peut pas monter beaucoup plus haut qu'à peu près 7-8 étages, sinon ça s'effondre et ça ne tient pas en termes de masse et de poids. Et c'est seulement avec des charpentes métalliques et des grandes poutres métalliques qu'on peut aller au-delà de 10 étages. Et c'est comme ça qu'à la fin du 19e, c'est parti, on commence à construire ça commence à Chicago d'ailleurs. C'est pas New York qui a la palme du démarrage, mais par contre, quand New York s'y met, forcément ça va aller très vite. Et puis parce qu'à New York, ça a été mieux que les autres. Et voilà, c'est un peu la compète à qui va monter son building le plus haut. La plus grosse. Enfin, franchement, il faudrait un jour qu'on fasse une étude psychanalytique du building. C'est quand même genre vraiment un truc ultra phallique, et où depuis 200 ans, non mais où depuis 200 ans, genre tu sais, c'est vraiment genre qui c'est qui va fabriquer la plus grosse. Non, je trouve pas. Moi, je trouve ça plutôt cool. Mais en tout cas, petite anecdote aussi qu'on n'a pas dite, c'est que en fait, avec l'arrivée de ces migrants, donc dans le sud de New York, où vivaient auparavant les populations, on va dire pas natives, mais en tout cas anciennement installées à New York, ça va faire peur, parce que quand même les pauvres débarquent. Et au départ, les populations les plus riches vont fuir vers le nord de Manhattan, qui est l'actuel Harlem, qui était à l'origine peuplé par... Non mais c'est vrai, moi je le savais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Donc il était peuplé par des populations blanches aisées avant que les populations noires viennent tous salir. Mais ceci dit, ça se retrouve encore... Un peu après... Ce que tu dis, on va oublier le scandale qui vient de dire JB. Il est détente, JB, aujourd'hui, c'est bientôt les vacances. Ceci dit, ce que tu viens de dire, en fait, ça se retrouve encore, si je dis pas de bêtises, dans le nord de Manhattan, où c'est encore les quartiers très très riches, pour le coup, autour de Central Park. Oui, mais ça n'a pas toujours été. Oui, après Harlem et le Bronx, c'est une autre limonade. C'est pour ça qu'il y a des beaux immeubles à Harlem, en fait. Exactement. Ça n'a pas toujours été des quartiers. Ça ne l'est plus d'ailleurs. Après la Seconde Guerre mondiale, on voit aussi apparaître une politique de reconstruction, notamment parce que y a plein d'immeubles et d'habitats qui tiennent plus trop la route, et notamment dans le Lower East Side, où on va construire un habitat un peu typique de New York, c'est-à-dire ces grands immeubles en briques qui vont plutôt c'est genre 3 étages, quoi. Mais qui sont accompagnés de ces petites grilles de sortie là, avec des escaliers métalliques, et qui correspondent, donc qui vont permettre de reloger notamment des populations plutôt ouvrières, puisqu'on est à proximité là, des usines. Alors le décor est posé, la ville explose, des migrations, de l'innovation, des capitaux. New York, c'est là où il faut aller parce qu'on va le voir, il se passe un maximum de choses. Mais suspense, avant de se plonger, on va s'écouter un petit peu de son, Yohan. J'imagine que ça a été difficile de trouver quelque chose sur New York. Difficile, mais plutôt un plaisir. Et donc, puisqu'on est dans le melting pot new-yorkais, l'exemple musical le plus United Color of Benetton que j'ai pu vous trouver, c'est le jazz de Ray Barretto. Donc, Ray Barretto, il grandit dans les ghettos du Bronx et de Harlem, entre en gros les congas portoricaines et le swing des Noirs qui ont fui la violence du Sud. Et quand il a décidé de mélanger le tout, ça a donné New York Soul. Man. Oh, everything's everything, baby. Baby. Oh, same old, same old. Let's take the Afro thing.
USA, ici à grands coups de vagues migratoires, les Européens devenus américains sont devenus les rois de la cité. On a une ville nouvelle qui se construit non-stop, les avenues sont larges, l'architecture colossale, les immeubles grattent le ciel. Bienvenue dans la ville qui ne dort jamais, Gotham City pour les intimes. Mais oui, ici les pauvres humains essaient de dompter la grande pomme et s'occuper comme ils peuvent en attendant de faire fortune. Et oui, tout le monde ici cherche à avoir plus ou à faire mieux, c'est le principe du capitalisme symbolisé par New York. Oh yeah! Et faire mieux, c'est faire des choses nouvelles. Et à New York, faire des choses nouvelles, on aime bien faire des choses nouvelles à New York. Qu'est-ce qu'on fait de l'avant-garde. L'avant-garde. Bah de l'art déjà on va faire un petit peu d'art. En fait, tout le 19e, c'était Paris, la grande capitale des artistes, mais en fait, progressivement, Paris va se faire détrôner par à la fois une scène américaine qui va s'imposer, notamment d'abord dans les arts picturaux, mais également dans l'architecture, puisqu'on est en train de créer des villes totalement nouvelles, des paysages urbains nouveaux, et notamment c'est l'art déco qui va se rendre très visible dans les constructions de buildings, et donc le plus fameux d'entre eux, l'Empire State. On est là dans les années 20-30 et on montre tout ce qu'on peut faire avec du verre et de l'acier. Moi je trouve que personnellement le Chrysler est plus joli que Moi aussi, l'Empire. je préfère le Chrysler. Et il est magnifique. Ouais, le Chrysler. Tu te rends compte dans les années 30 faire un truc comme ça? Ouais, après c'est l'intérieur, enfin je l'ai jamais visité, mais des photos que j'ai vues, l'intérieur de l'Empire State Building et toutes les allées, etc., ont l'air absolument incroyables aussi en termes de déco. Et d'ailleurs, ça a beaucoup inspiré ce style art déco ou néo-gothique aussi, on a dit, a beaucoup inspiré justement après la culture pop et justement tous les Marvel. Tu parlais de Gotham City. Et en fait, tous les immeubles des Marvel, en gros, c'est des immeubles un peu art déco des années 1920 de New York, quoi. Alors c'est aussi New York, la ville spectacle, c'est-à-dire que c'est les... tu me coupes le mot, je sais plus trompette. Oui, dans les années 20 on a envie de se divertir et puis de toute façon on trime tellement toute la journée qu'au bout d'un moment New York devient la ville spectacle, quoi. Ouais, et puis en fait c'est les années folles en Europe, c'est un peu les années folles aussi aux États-Unis. Les années 20 c'est la fin de la Première Guerre mondiale, c'est aussi le moment où justement les États-Unis commencent à devenir la première puissance mondiale et vont être le lieu où se développe notamment tout ce qui est son et images, donc radio, cinéma, et où se multiplie la culture de masse et les divertissements de type comédie musicale. Voilà, c'est là que naît le fameux Broadway, exactement. Et c'est vrai qu'ils savent bien faire, on peut pas dire le contraire. Et où se développe aussi plein d'avant-garde, notamment musicale. Bah voilà, on peut parler du jazz. C'est là où le jazz, en fait, donc le jazz vient pas de New York, mais il vient vraiment du sud des États-Unis, mais par ces vagues migratoires autres qui sont intérieures, en fait, cette fois des Noirs qui arrivent du sud, qui affluent du sud. On est en plus, c'est assez marrant parce que l'histoire du jazz, elle est assez sulfureuse à l'époque à New York. C'est en pleine période de prohibition, donc en fait, t'as pas le droit de vendre de l'alcool. Donc en fait, tous les clubs un peu clandestins qui vendent quand même de l'alcool se font passer pour des clubs jazz et ça participe beaucoup. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que c'est des endroits où c'est des Noirs qui jouent de la musique et où en fait tu picoles de l'alcool. Donc du coup, ça donne très mauvaise réputation au jazz. Et New York, voilà, se fait une spécialité, notamment dans Harlem, etc. C'est là que les Noirs s'installent à Harlem. Ouais, exactement. Alors des mouvements musicaux, va y en avoir plein. On aura le hip-hop aussi dans les années 80. C'est vrai que le jazz c'est quand même emblématique de New York. Moi je sais que j'ai beaucoup écouté Charlie Parker et lu sur lui, et quand il raconte quand il se défonce dans Midtown et puis qu'il va jouer du saxo, c'est toujours... Ce qui t'a plu, c'est quand il se défonçait ou quand il jouait du saxo? S'il se défonçait pas autant, il n'aurait pas joué le saxo comme ça. C'est ça qui est marrant. Mais n'essayez pas à la maison. Non, n'essayez pas à la maison. Enfin, le saxophone. Enfin, JB a essayé le saxo, pas la défense. Je vous ferai pour les vacances. C'est dévoué pour la défense. Je te remercie, Marlène. Alors, il y a aussi un point amusant, enfin entre guillemets, c'est que avant les années 50, en Europe, on boycotte plutôt les artistes, les peintres américains. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Et après les années 50, on commence à s'y intéresser parce qu'il commence à y avoir du pouvoir. C'est pas tant qu'on les boycotte, c'est qu'il n'y en a pas en fait. Si, il y en a. Non, mais il y en a, mais en gros, quand même, on disait 19e Paris, 20e les États-Unis et New York. En fait, au début des années 1900, 1910, 1920, il y a encore quand même beaucoup d'artistes, de peintres. Rappelez-vous l'épisode Picasso, etc., qui sont à Paris. Et donc, en fait, les premières expos et les premiers musées à New York se font des spécialistes de l'art moderne. Et l'art moderne, c'est d'abord importer l'art européen et l'art parisien notamment. Donc, on importe beaucoup d'art européen et c'est à partir effectivement des années 40-50, surtout qu'il y a un vrai art local qui naît, et notamment le courant le plus célèbre, c'est l'expressionnisme abstrait, donc la figure de Pollock qu'on connaît beaucoup. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que c'est aussi un art, et en partie Pollock, qui était notamment en fait beaucoup subventionné par la CIA, parce qu'on est quand même en fait on est en période de guerre froide, et l'avantage de l'expressionnisme, c'est que c'est un art qui est absolument
absolument pas politique, c'est juste je fais des grandes taches sur des toiles, sans dire que c'est moche, hein, mais et donc en fait non, mais demande à JB c'est peu connu, mais t'as aussi une bataille culturelle en fait pendant cette guerre froide où en fait les Américains et la CIA ont tout intérêt à subventionner un art qui est absolument pas politisé. Et pourtant, on va voir se développer un art plus politisé par la suite, dans les années plutôt 70, au moment où c'est la merde à New York. Le pop art, notamment avec Andy Warhol, etc., qui vont contribuer à justement critiquer la société de consommation dont New York est un des symboles. Et c'est aussi à New York qu'on va se voir se développer et se diffuser, notamment dans les années 70, le street art. Ouais, street art et puis donc toute la culture hip-hop. Mais en fait, ce qui est aussi important de préciser sur toute cette question de l'art, ça révèle aussi une ville qui a plusieurs couches et plusieurs facettes et que finalement chaque classe a un petit peu ses niveaux d'accès à la culture et ses niveaux de spectacle. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément tout le temps dans un brassage et donc il y a notamment la culture hip-hop va être une forme de réappropriation de l'espace, donc notamment par le graphe qui va s'inviter sur tous les murs, alors qui va être associé aussi à une période de crise et une période notamment de montée du chômage. On est dans une ville industrielle à partir des années 70, donc ça commence à fortement décroître en termes d'emploi et donc on rentre dans une crise économique et sociale un peu profonde et donc l'arrivée du graphe, c'est à la fois une façon de se réapproprier l'urbain par l'art et de dire que les couches populaires existent, mais c'est aussi malheureusement assimilé à cette période de crise et de montée de criminalité, donc ce qui fait que c'est un peu l'art voyou qu'on va ensuite chercher à effacer des murs. On en reparlera, je pense, par la suite. On va pas détailler tous les mouvements artistiques qu'il y a à New York, parce qu'évidemment vous en connaissez un maximum. On n'a pas cité les punks, ça m'énerve un petit peu. Il y a quand même aussi tous les punks de East Village. Après, t'en as beaucoup en Angleterre quand même aussi. Et on peut quand même dire que c'est une ville spectacle, une ville culturelle. On peut citer quand même aussi la famille Guggenheim qui œuvre vachement à New York pour développer l'art et surtout sa commercialisation. C'est eux qui financent Culture 2000 d'ailleurs. C'est eux qui financent. Et on les remercie. Si c'était le cas, ça serait bien. Donc voilà, on est dans une ville lumière. On n'a pas envie de quitter Broadway. On a envie de monter dans une tour et spéculer à gogo pour s'acheter un grand appart devant Central Park. On oublierait presque qu'il se passe d'autres choses dans le monde, Marlène, et je crois que c'est le moment de Veracruz. Pendant ce temps, à Veracruz... Et donc pendant ce temps, à New York en tout cas, dans les années 70-80, on n'est plutôt pas encore dans la période on n'est plus vraiment dans la période de grand faste de New York, mais plutôt dans une ville qui est en faillite et qui encore une fois va jouer le rôle de laboratoire du monde, puisque cette faillite, on va la retrouver à l'échelle mondiale. Et oui, en effet, en 1973, c'est le moment où a lieu le premier choc pétrolier. Qu'est-ce que c'est le choc pétrolier? En fait, qu'est-ce que c'est? Dis donc, c'est intéressant. C'est pas très chic et choc, c'est plutôt une forte augmentation des prix du pétrole qui va provoquer une crise à l'échelle mondiale et ce qui s'explique par trois facteurs. Premièrement, en fait, les États-Unis à ce moment-là atteignent leur pic de production de pétrole et du coup, comme ils savent que la demande va continuer d'augmenter et que finalement l'offre ne va faire que baisser, les prix du pétrole commencent à augmenter à ce moment-là. Par la même occasion, en 1973 et en octobre, c'est le moment où va démarrer ce qu'on appelle la guerre du Kippour, où on a une attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie contre Israël afin de récupérer les territoires qui ont été pris en 67 par Israël, donc notamment le plateau du Golan ou le Sinaï. Et les Américains vont en fait apporter une aide militaire à Israël, ce qui va un peu fâcher nos amis arabes. Va un peu fâcher les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, notamment ceux qui sont membres de ce qu'on appelle l'OPEP, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole, qui vont du coup augmenter leur prix. Et par ailleurs, dernier facteur, cette même année, les États-Unis vont supprimer la convertibilité du dollar en or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, un dollar correspondait à une certaine valeur en or et donc était connecté finalement à une économie réelle. Et désormais, le taux de change ne va plus être fixe mais flottant, et ce qui va entraîner une chute de la valeur. Ah putain, ça me rappelle les cours infernaux d'économie. Et oui, mais pourtant, très bien, Marlène. C'est comme ça que le dollar va baisser. Et en fait, quelles conséquences ça a concrètement? C'est que les pays pétroliers qui avaient leurs recettes de pétrole en dollars perdent de l'argent du coup et vont automatiquement augmenter les prix. Tout ça pour dire que tous ces mécanismes chiants, comme l'a dit Johan, vont avoir une conséquence assez importante. C'est comme les prix du pétrole augmentent, le pétrole coûte cher et tout le monde en a besoin, donc ça fout la merde partout. Et pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce qu'en fait, cette crise mondiale, elle va être en fait finalement le détonateur, provoquer une crise mondiale qui va être le détonateur, oui,
finalement le coup de départ de la libéralisation financière mondiale, puisqu'en fait à partir de là, ce système d'échange flottant va en fait être la cause d'une spéculation accrue. Donc on va spéculer sur les monnaies, ça ouvre un nouveau business, ça ouvre des marchés, et par ailleurs les pays vont avoir besoin de s'endetter pour acheter du pétrole, et donc encore une fois ça entraîne de la spéculation sur l'endettement que l'on connaît si bien aujourd'hui. Et donc ces fameuses années 70 vont être le prélude à la libéralisation financière radicale des années 80 et 90, dont New York va être un des grands symboles, notamment à Wall Street. Bah oui, c'est vrai que New York, c'est la ville symbole du capitalisme. D'ailleurs, personne ne s'en cache. Quand tu vas au musée de la ville de New York, il y a bien marqué, ils disent ouvertement que la ville, c'est la ville du pognon, quoi, tu vois, et c'est vrai que c'est basé là-dessus. Alors justement, on va s'attarder un petit peu là-dessus. C'est vrai qu'on a dit sur le pognon, gars. Ouais, moi j'adore m'attarder sur le pognon. On l'a dit dès le début, c'est une ville commerciale, c'est un comptoir commercial, et en fait ça le reste jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors c'est une ville qui est très libérale dès sa naissance, qui est commerciale, qui est industrielle, et donc c'est très pratique parce que comme il y a toute cette petite main d'œuvre européenne pauvre qui cherche du boulot et de l'argent, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire plein d'usines, et donc New York devient, avec Chicago, une des principales villes industrielles des États-Unis au début du XXe siècle. Et donc, on fabrique au départ donc plutôt des unités textiles, etc. Après, il y a une deuxième révolution industrielle. On fera plutôt tout ce qui est voitures, enfin tout ce qui est plutôt produits manufacturés, transformés. Voilà. Et donc, il y a toute cette période qui fait que, comme les gens arrivent et ont besoin d'argent, bizarrement, ça rappelle rien du tout avec aujourd'hui les travailleurs sans papier, mais il y a zéro réglementation, zéro droit du travail. Donc en fait, il y a des conditions de travail qui sont terribles. On travaille 12 heures par jour en moyenne, 6 jours par semaine. Des normes de sécurité qui n'existent pas. T'as la fameuse photo des mecs qui prennent leur casse-dalle sur une poutre. Aujourd'hui, on en fait ça. C'est la construction de l'Empire State Building. Et on en fait un truc romantique, mais bon, c'est juste des mecs qui pourraient crever en mangeant leur casse-dalle. Et d'ailleurs, en parlant de crever, une anecdote comme ça, mais qui n'en est pas une, c'est un accident donc d'une usine textile qui s'appelle Triangle Shirtwaist, qui est une usine qui n'emploie que des femmes. Et il y a je sais plus, 150 femmes à peu près qui vont mourir dans l'incendie de cette usine. Et en fait, j'ai appris, elles vont mourir pourquoi ? Parce que donc il y a un incendie, certes. Pour des idées ? Mais en fait, comme les patrons, non mais en fait les contremaîtres ont peur qu'elles volent parce que tu comprends, c'est des ouvrières immigrées. Donc en fait, on bouge toutes les entrées et tous les jours au boulot, il y a qu'une seule entrée qui est ouverte pour qu'on puisse les fouiller à l'entrée de l'usine avant. Donc c'est-à-dire qu'on te fouille pour aller au travail. Rien à voir avec le plan Vigipirate. Sauf que comme il y a qu'une seule entrée qui est ouverte, et bah du coup quand il y a un incendie, plus personne peut sortir. Non mais c'est surtout qu'ils fermaient à clé les ateliers dans cette boîte, et du coup au moment où il y a eu un incendie, elles n'ont pas pu sortir. Ouais. Alors voilà. Est-ce qu'on réglemente ? Est-ce qu'on fait quelque chose ? Du coup, à la suite de ça, ça va être un peu un détonateur quand même. Donc on est en 1911 à ce moment-là, et on va commencer à réglementer un tout petit peu le travail, donc notamment, je sais plus, notamment sur tout ce qui est sécurité, incendie, etc. Et c'est à ce moment-là, vous savez, qu'on installe ces fameuses échelles qu'on voit partout, qui font un peu la célébrité de New York dont parlait JB, qui sont un peu en Z là, partout. C'est justement à la suite de cet incendie pour qu'il puisse y avoir des sorties de ces buildings qui sont en plus hyper hauts. En gros, ce que ça veut dire, c'est continuer à travailler comme des chiens, mais si jamais il y a le feu, vous avez le droit de sortir maintenant. C'est pas mal, non ? Attends. Tu vois toujours le négatif. C'est vrai qu'on a toujours l'exemple valorisé dans les films américains du petit gars, pour le coup, défavorisé, le self-made man qui va faire des grandes choses à New York. C'est un mythe qui est encore valable aujourd'hui. Et en fait, ça s'arrête pas. On croit toujours qu'il va se passer quelque chose à New York. Et justement, il y a une anecdote géniale que j'ai entendue là-dessus. C'est apparemment, c'est une phrase qui aujourd'hui est inscrite au musée d'Ellis Island. C'est en fait un immigrant italien qui est arrivé et qui a dit en gros, en substance, je suis venu à New York parce que j'ai cru que les rues étaient pavées d'or, et j'ai découvert que non seulement elles n'étaient pas pavées d'or, mais qu'elles n'étaient pas pavées du tout, et qu'en fait c'est moi qui allais voir les pavés. Et je trouve ça assez symptomatique en fait de ce qu'est New York, quoi. Alors le profit, on l'a dit, c'est le moteur de la ville. On vient ici pour faire du profit. Quand on vient à New York, on veut tout péter, et petit à petit on se rapproche de l'Amérique moderne, donc c'est-à-dire de la société de consommation et de la société de divertissement. Tout le monde veut gagner plus, tout le monde veut consommer, tout le monde veut vivre Encore une fois, New York va être le miroir du développement du capitalisme. Donc d'abord avec une spécialisation industrielle, puis ensuite avec un développement extrêmement rapide du secteur tertiaire, et notamment via la publicité, puisqu'après avoir
puisqu'après avoir produit tous ces quoi, la réclame pour les vendre? Ces automobiles et ces aspirateurs, et ben, il faut bien les vendre. Et du coup, c'est notamment à New York qu'on va avoir le développement, l'explosion du secteur de la publicité à Madison Avenue. Et c'est pour ça qu'on va appeler les publicitaires, les pub-arts de l'époque, les Mad Men. Donc, ça, je savais pas. Auquel fait référence le titre de la série. Hein, moi, j'ai pas vu, moi, Mad Men. C'est un autre truc qui explique cette construction verticale, c'est que c'est pas uniquement les logements, c'est aussi beaucoup construire des bureaux, puisque c'est une des premières villes où le secteur tertiaire, donc c'est-à-dire ces secteurs où en fait tu bosses derrière une machine à écrire à l'époque et maintenant derrière un ordinateur, et où en fait du coup il faut beaucoup de surface de bureaux, et donc on fait des grands buildings pour tous ces gens qui bossent dans la cam. Alors on avait un peu cassé le mythe, genre on fait des gratte-ciel pour loger la population qui grandit. Par contre, est-ce que c'est plus valable pour concentrer tous les bureaux au même endroit? Est-ce que c'est peut-être un petit peu plus valable? Bon, c'est une théorie qui n'en est pas une. Il y a un peu des deux. Alors ça c'est tout le paradoxe, c'était qu'à la fois c'est une ville qui fait rêver tout le monde, on veut consommer et se divertir évidemment, parce que le divertissement c'est vrai qu'il est de qualité à New York, et donc ça devient un but. Greg l'a testé pour vous. mais donc ça devient un but et un moteur pour beaucoup de gens, mais en même temps c'est impossible sans inégalité. Donc c'est ça tout le paradoxe de New York. Est-ce que tu as choisi ton camp, Johan? Non, mais j'aime beaucoup le parallèle que tu fais, j'ai aucune réaction là-dessus. Mais non, c'est-à-dire que c'est la capitale financière, et en même temps il y a plein de gens qui triment, quoi, donc c'est il y a des très très riches et des très très pauvres. Oui, c'est ça, mais qui est aussi lié avec ce symbole de l'espace. On a dit, on manque d'espace dans cette ville, et donc du coup il devient encore 1000 fois plus qu'à Paris. Il y a une bataille de l'espace, et c'est comme ça qu'aujourd'hui apparemment un des signes distinctifs dans le, donc c'est quoi, c'est le Upper East Side, ça, là où il y a les riches. Yes. Dans le Upper East Side, t'as des mecs qui s'achètent des appartes avec des salles de bain de 50 mètres carrés qui ne servent strictement à rien, mais c'est juste pour dire je pèse dans le game, j'ai 50 mètres carrés de salle de bain, je suis riche, alors que l'immobilier vaut très cher. Alors à New York, il y a aussi quelque chose qui est assez récurrent, c'est la ville qui crache et la ville qui remonte et qui se recrée non-stop, en fait. Donc la première crise, ça les États-Unis. C'est ça, c'est ça. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais tu sais pourquoi? Tout simplement parce que le marché s'autorégule de lui-même, donc on n'a pas besoin. Oui, on le sait. Bonsoir et bienvenue dans le libéralisme de ville, l'émission qui vous fait adopter le capital. Non, la première crise remarquable, enfin en tout cas celle dont on va parler, c'est celle de 29. Et ben évidemment, on avait fait un épisode dessus. Voilà, l'identité de New York. Bon, on va pas refaire notre épisode puisqu'on l'avait déjà abordé, mais on est dans une période des années 20 de forte spéculation en fait, et où du coup tout le monde se met à spéculer, à jouer à la bourse, et au final on a un décrochage complet de la valeur des titres échangés en bourse avec l'économie réelle, ce qui fait que au bout d'un moment ça finit par pétouiller gentiment, et en fait ça se traduit à New York par des scènes de panique assez importantes, hein, et notamment il y a le grand stéréotype des défenestrés qui se sont le rêve, tous les banquiers enfin utiliser ces gratte-ciel. J'aimerais que ça le rêve américain. C'est mon rêve américain, moi. Et donc du coup voilà, cette crise de 29, malgré tout, c'est là aussi où on voit que New York c'est pas juste un reflet, un miroir, mais c'est aussi des conséquences sur la vie des États-Unis et du monde quand c'est la première économie mondiale. C'est que cette crise financière, elle va entraîner derrière une énorme crise économique et donc une crise sociale. Et dans les années 70, faut pas oublier qu'on appelle New York Fear City, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment très dangereux. Si vous regardez Taxi Driver, on voit bien qu'il y a beaucoup de délinquance et que c'est la zone, quoi. Donc c'est New York, là, elle est vraiment c'est là que se développe l'image du Bronx, en fait, le quartier du crack, de la haute insécurité, pauvreté. Donc ça, c'est les années 70. En fait, pour refaire dans les grandes lignes, en fait, l'âge d'or de New York, c'est vraiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, enfin 19e et Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième moitié du 20e siècle, ça se passe pas très très bien. Sauf à partir des années 90. Ouais, mais en gros, entre 1950 et 1990, New York perd 700 000 emplois parce que 700 000 habitants. Non, 700 000 emplois. Industriels, 700 000 emplois industriels, parce que Marlène faisait son Veracruz sur la crise pétrolière. L'autre conséquence énorme de la crise pétrolière, c'est la désindustrialisation, le fait qu'on va faire des industries ailleurs, et notamment dans les pays émergents. Donc tous les emplois industriels se barrent de New York, il y a 700 000 emplois perdus. Et Manhattan, ça c'est pareil, on oublie un peu de le dire dans le mythe américain, Manhattan perd 500 000 habitants entre 1940 et 1990. Donc en fait, autant la ville a explosé au 19e siècle, autant elle a un vrai creux de vague, et notamment effectivement symbolisé par ces années 70 où il y a le crack, la dope et les mecs qui te braquent, un abandon de la municipalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pognon, il n'y a plus de pognon, il y a des quartiers qui sont complètement à l'abandon, et en fait forcément tout c'est un peu Détroit mais qui a rebondi, quoi, si on se rappelle notre épisode sur Détroit. Mais heureusement la finance internationale est venue sauver New York de nouveau dans les années 90, et là en fait New York donc est redevenue la ville des très 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 riches. Donc maintenant si vous vous baladez à Manhattan ou même à Brooklyn, qui sont
c'est Brooklyn, l'ancien quartier industriel, etc. Enfin, c'est le 11e, quoi. Non, mais c'est pas le 11e, c'est 100 fois le 11e. Enfin, donc, voilà. Moi, je crois que je préfère le 11e. Et donc, on est là avec un processus de gentrification hyper rapide, où on parle même d'hyper-gentrification à New York, tellement, en fait, on a eu une augmentation fulgurante du prix des loyers et un départ des classes populaires, pas juste à côté, mais vraiment assez loin vers. C'est-à-dire que tous les riches du monde aussi, tous les riches du monde vont à New York, donc forcément au bout d'un moment un petit pied à terre, quoi. Et du coup, ça explique que la dernière crise qui est malgré tout très très forte, la crise de 2008, crise financière, en fait, elle s'est beaucoup moins vue que en 29 ou que en 70, en 73 à New York, tout simplement parce que il y a plus ces couches populaires qui devaient essuyer les conséquences de la crise économique et sociale qui en suivait. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que du coup, tu vois quand même comment New York va incarner ce truc-là, avec notamment le film, je sais pas si vous avez vu, Le Loup de Wall Street. Non, Cleveland contre Wall Street, où du coup des habitants de Cleveland se mettent en association et font un procès fictif contre les grandes banques de New York qui sont jugées responsables de la crise, mais ça se passe plus dans le même lieu, donc on a déconnecté. Ce que tu dis, c'est aussi parce que quand tu n'as plus d'économie réelle, tu vois, d'emplois industriels, etc. dans une ville, quand tu as une crise, ça a moins d'impact sur les emplois, en tout cas localement, ça a des impacts sur les emplois, genre en Grèce par exemple. Alors on a fait un petit tour de New York dans le passé et dans le présent. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour New York City dans le futur? Un crash boursier peut-être, je sais pas, un truc comme ça. Demandons à Jean-Baptiste. C'est du passé. L'avenir nous appartient. C'est le crash. Pas mal ou pas? D'accord, c'est pas mal. Ouais, alors j'aurais pu disserter sur la place de New York et la concurrence au sein de l'archipel métropolitain mondial, aussi la montée en puissance des mégapoles asiatiques, ou plus globalement la roue tourne qui tourne dans le bail des villes mondiales. Mais en fait, comme c'est plutôt chiant, je me suis vraiment basé sur le futur de New York tel qu'il est déjà écrit, tout tracé, grâce à un certain Luc Besson qui a déjà tout anticipé à l'âge de 16 ans dans le scénario du 5e élément. C'est-à-dire que Lilou Dallas Multipass se jette dans des voitures volantes entre des gratte-ciel lancées à l'assaut des hautes couches de l'atmosphère. Et en vrai, avant le Luc, d'autres avaient déjà imaginé l'avenir de New York, puisque c'est une ville qui inspire beaucoup le cinéma. Donc on peut penser à Fritz Lang, donc cinéaste allemand de l'entre-deux-guerres, qui s'inspire des gratte-ciel de new-yorkais pour construire son Metropolis, ou plus proche de nous, dans les années 80, l'ami John Carpenter, qui réalise un magnifique film, New York 1997, titre original Escape from New York, c'est bien ça, dans lequel Manhattan est devenu une prison de haute sécurité. Ou encore, chez George Lucas, on retrouve l'empreinte New York à travers Coruscant, la capitale intergalactique de Star Wars, où le modèle new-yorkais s'est transformé en une ville-planète démesurée. Donc dans tous les cas, le futur fictif de New York n'est pas hyper rose. On se retrouve en général avec un monstre urbain vertical où les pauvres, et donc les criminels, occupent les bas-fonds pollués, tandis que les riches vivent au sommet dans la peur de tomber. Et si on compare ça avec le monde réel, est-ce que ça colle vraiment? C'est la même chose. Figurez-vous qu'il y a un nouveau quartier qui est en train de se construire à Manhattan, qui s'appelle Hudson Yards, et qui est en train du coup de voir le jour. Et donc on parle d'immenses tours de bureaux, mais aussi des shopping malls et des hôtels de luxe, dans donc une course à la verticalité tout à fait relancée. On va refaire des belles tours phalliques, le tout construit sur des pilotis au-dessus des rails de tri des métros qui servent à transporter les petits prolos qui vont construire tout ça. Voilà. On va se déplacer en hélicoptère. Voilà. J'aime quand le futur est rose comme tu nous le décris, JB. Voilà. C'était notre épisode sur New York. On espère que ça vous a appris des choses. On espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Et une chose est sûre, c'est qu'on n'en a pas fini avec New York parce qu'on est quand même bien arrosé de toutes les images de New York, et c'est vrai que moi j'aime bien, j'avoue que j'aime bien. Essayez d'y aller, hein, c'est pas très loin non plus, c'est à 6 heures. C'est pas cher. Et puis c'est pas cher, alors voilà. Ça, nous on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode de l'été, des vacances. Oui, l'épisode surprise des vacances. On sera en maillot de bain et on sait que ça va être massif. On sait que ça va être massif. Ça va être super massif. Bon, je me réjouis d'avance. Qu'est-ce qu'on s'écoute, Yoann, pour se quitter du coup? Et du coup, on va quitter New York avec le fameux Rapper's Delight, donc de Sugar Hill Gang, qui est le titre qui a fait passer le rap à la renommée mondiale en 79. Donc le titre, il était très critiqué par les pionniers du hip-hop, qui sont donc des MC du Bronx, là où Sugar Hill vient du New Jersey, donc c'est un peu les Kamini américains. Et surtout parce que les vrais donnent une coloration sociale et politique à leurs textes, là où Rapper's Delight aurait pu être écrit par Jul, si on lit les textes. Il n'empêche, le flow claque sur un bon vieux fond de disco et la brèche musicale du hip-hop est désormais ouverte. Ciao. Allez, bye bye.
and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, holiday inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, my mellow is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, right out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there and air. You rock it to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on like a hot butter. The pop, the pop, the pop, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Right, rock, y'all. Do it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4. Come on, girls, get on the floor. Come alive, y'all. Give me what you got.